Bonjour Hubert Reeves. Bonjour, bonjour. Je me suis souvent demandé d'où venait votre accent. Eh bien, j'ai découvert du Canada où vous êtes né. Vous êtes astrophysicien internationalement connu. Vous avez été conseiller de la NASA, chercheur au CNRS. Vous êtes aussi un infatigable vulgarisateur scientifique. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Citons peut-être Patience dans l'azur ou bien Poussière d'étoiles. Hubert Reeves, à quoi sert l'astrophysique? À quoi regarder le ciel peut nous aider à comprendre? En quoi regarder le ciel peut nous aider à comprendre notre planète finalement? Eh bien, pourquoi s'intéresser à l'astrophysique? C'est nos origines que l'astrophysique nous raconte. D'où nous venons? Par quel ensemble de phénomènes planétaires, nucléaires, galactiques, nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui? L'astrophysique nous raconte notre histoire. Elle nous parle de l'histoire de l'univers, qui est notre histoire, puisque nous sommes un des fruits de l'évolution de cet univers, qui est né il y a 14 milliards d'années, un petit peu moins, et qui se poursuit en ce moment précis. Et donc, c'est un peu ce besoin de s'intégrer dans une histoire, je pense, qui est l'intérêt principal de l'astrophysique. Mais Nous raconter notre passé. on sait comment l'univers est né? Ben, savoir, la science nous dit beaucoup de choses qui sont très crédibles sur cette question. Je ne vous dirai pas qu'on sait tout, loin de là, il y a encore beaucoup de choses mystérieuses, on fait des progrès, la science fait des progrès, mais ce qu'elle nous raconte sur nos origines cosmiques, sur l'univers, son évolution, tout cela, c'est des choses qui sont crédibles pour un esprit critique qui ne se laisse pas raconter n'importe quoi. Parce que dans ce registre, Hubert Reeves, vous êtes en concurrence avec toutes les religions, hein. Et d'ailleurs, regardez le ciel à longueur de temps, ça vous fait croire en Dieu ou bien au contraire pas du tout? Alors, je vous dirais que ce n'est pas en concurrence avec les religions. Ce sont deux domaines différents. Il y a le domaine de comment ça marche dans la nature, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le domaine de la science. Il y a le domaine des religions, de la philosophie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il convient de faire, quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Toutes ces questions-là sont des questions très importantes, mais ne sont pas du tout reliées. La science ne peut rien vous dire sur tout cela. La science peut vous dire des choses sur comment ça fonctionne, mais pas qu'est-ce que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut? C'est le domaine des religions. Alors, il y en a plusieurs, elles ne s'entendent pas toujours bien, mais enfin, la morale, tout ça, c'est des questions fondamentales, mais qui sont en parallèle, qui ne sont pas du tout en compétition. Mais y a-t-il une force, qu'elle soit divine ou non, peu importe la façon dont on l'appelle, y a-t-il une force particulière qui est à l'origine de ce monde, de cet univers qui nous entoure? Ben, c'est une question que je me pose depuis longtemps moi-même et je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ce n'est pas une question à laquelle la science peut répondre. Elle ne peut pas répondre à une telle question. C'est une question que chacun se pose dans son fort intérieur. Et moi, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Dieu, la vie, tout ça. J'ai des questions, mais je n'ai pas de réponse. Et la science, d'ailleurs, n'en donne pas. Et la vie extraterrestre, Hubert Reeves, on en parlait beaucoup autrefois, on a l'impression qu'on en parle moins aujourd'hui. À votre avis, il y a une forme de vie, il y a des formes de vie sur d'autres planètes? Ben, je n'en sais rien. Vous voyez, là, nous sommes encore devant beaucoup de questions. Et ça, c'est une des questions qui est la plus débattue. Nous n'avons aucune preuve qu'il existe de la vie ailleurs, pas plus que nous n'avons de preuves qu'il n'en existe pas. C'est une question qui est très débattue aujourd'hui. Grâce au grand progrès de l'astrophysique, on fait maintenant des télescopes qui sont capables de détecter des planètes autour d'étoiles qui sont extérieures au Soleil, qui ne sont pas le Soleil. Et les questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment sont ces planètes? Sont-elles habitables? Sont-elles habitées? Je ne sais pas si on aura des réponses bientôt, mais c'est un sujet d'extrême importance aujourd'hui en astrophysique. Aucune certitude? Aucune certitude. Vous avez peut-être une intuition quand même, Hubert Reeves. J'ai une opinion, c'est au mieux une opinion, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes habités, de planètes habitées. Vous pensez qu'on n'est pas tout seul? C'est une opinion. Et j'ai des collègues qui pensent le contraire et nous pouvons discuter longtemps. C'est un beau sujet pour les soirs où la télévision est en panne. Vous pouvez en parler longtemps. Mais nous n'avons rien de sérieux à nous mettre sous la dent. Ça va peut-être changer rapidement, peut-être ça ne changera pas rapidement. À quoi pourrait ressembler cette vie? On dit que ce pourrait être des bacilles, On peut tout imaginer puisqu'on ne sait rien. On peut tout imaginer et notre imagination est très limitée. Nous sommes probablement dépassés par ce que nous découvrirons, mais nous n'en savons rien. Alors, donc, on peut imaginer, mais c'est de la science-fiction.
Si on aime la science-fiction, très bien, mais ça ne va pas plus loin que cela. Hubert Reeves, il y a un peu moins d'un siècle, l'astrophysicien américain Hubble a découvert que l'univers était en expansion. En expansion. En quoi est-ce que ça a changé notre vision Ben, du ça monde? nous a changé de façon fondamentale. On pensait, il était de tradition de penser que l'univers avait toujours existé, qu'il existerait toujours et que rien ne changeait, que l'univers était statique, Qui stationnaire. était une chose parfaite finalement. Oui, parfaite et qui ne bougeait pas, qui ne changeait pas. Ce que Hubble et d'autres nous ont montré, il y a tout un groupe de gens qui participent, c'est que ça c'est faux. L'univers est en changement, il a pas toujours existé. Qu'est-ce qu'il y a eu avant, ne me le demandez pas, c'est encore une chose que nous ne savons pas. Mais maintenant, nous savons qu'il y a comme quelque chose qui correspond à un début de l'univers. Et cet univers, le plus important, c'est qu'il est en changement, il évolue comme nous évoluons. Nous sommes, nous, chacun d'entre nous, des chapitres individuels de l'histoire de l'univers, comme le Soleil est un chapitre, etc. Et ça veut dire que l'univers a un sens. À un sens, ça dépend du mot, ce que vous voulez dire par sens. Il y a le sens du temps, bien sûr. Le temps va du passé à l'avenir. Ça, nous ne savons pas d'ailleurs pourquoi, mais c'est comme ça, nous le constatons, nous le vivons. Mais à quoi correspond cet univers? Est-ce qu'il a un sens au sens habituel Est-ce du qu'il a mot une sens? cohérence? Cohérence, extrêmement cohérent, avec des lois qui sont régies partout, qui lui donnent une élégance, une forme. C'est pas du tout le chaos. Au contraire, il est très habité. La preuve, c'est que nous y habitons et nous ne sommes pas du chaos. Mais il y a aussi des galaxies, il y a aussi des atomes, il y a beaucoup de structures dans l'univers. Nous découvrons que notre univers est très riche en structures, des plus petites dimensions qui sont celles des atomes, des molécules, jusqu'aux grandes dimensions qui sont les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies et l'expansion de l'univers lui-même. Et on a encore beaucoup de mystères à percer dans cet Beaucoup univers. plus que l'on ne connaît de choses. C'est ça qui est passionnant. L'astrophysicien Hubert Reeves, invité d'Un monde d'idées toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Avec nous toute la journée dans Un monde d'idées, l'astrophysicien Hubert Reeves. Parlons de l'espace, si vous le voulez bien. Il y a 40 ans, la conquête spatiale a captivé la Terre entière. Les lancements de fusées Ariane ont ensuite été des événements qui étaient suivis à la télévision. Aujourd'hui, Hubert Reeves, on a l'impression que cela n'intéresse plus personne. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai qu'on constate une diminution de l'intérêt. Nous ne sommes plus dans les belles années Kennedy, dans lesquelles on attendait l'exploration de la Lune et tout cela, où il y avait un tel enthousiasme. Je pense que ça n'est pas mort. La preuve, c'est que quand les satellites récents sont débarqués sur Mars, Internet a explosé. Donc, ça ne se voit pas dans les milieux, dans les médias traditionnels autant qu'avant, mais sur Internet, apparemment, ça se voit énormément. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'intérêt pour la science. On le voit, nous, au niveau des étudiants. Il y a moins d'étudiants qui s'enregistrent dans les facultés des sciences. Il y a un problème là. Les sciences dites dures, qui étaient la physique, la chimie, les mathématiques, attirent moins les jeunes qu'il y a quelques décennies. La recherche fondamentale, quoi. La recherche fondamentale attire moins de jeunes. Et ça, on a beau essayer, faire ce qu'on peut. Bon, il y a une question qui est reliée à l'économie, c'est-à-dire à l'embauche. Il y a 50 ans, il y avait des postes. Aujourd'hui, les étudiants qui ont fait des études en sciences, souvent sont obligés d'attendre longtemps après leur doctorat dans des bacs plus 5, plus 10, même plus, avant de trouver de l'embauche. Et ça, c'est vrai, c'est une cause. Mais il y a autre chose que je ne connais pas. Est-ce que ce ne serait pas une crise, comment dire, de l'idée que l'on se fait du progrès, Hubert Reeves? Pendant longtemps, on a été bercé par l'idée que le progrès allait améliorer les choses, et du coup, ça nous ouvrait peut-être vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, peut-être y a-t-il une plus grande méfiance de l'avenir, on a plutôt tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes. Je crois qu'effectivement, pendant longtemps, surtout au 18e, 19e siècle, on a cru que la science allait apporter le progrès aux hommes. Et puis le XXe siècle s'est chargé de nous faire déchanter. Il peut apporter le meilleur ou le pire. Nous avons des grands progrès de médicaux qui sont évidents, mais nous avons eu des camps d'extermination, des bombes atomiques et des choses comme ça. Donc il y a ce fait que maintenant, nous savons que la science toute seule n'apportera pas le bonheur aux hommes, qu'il faut qu'elle soit guidée
par des décisions qui sont généralement des décisions politiques, c'est-à-dire quoi faire, que faire de tous les moyens que nous donne la science, et ça, c'est pas évident. Nous avons tous ces problèmes dont on discute beaucoup, les OGM, les nanotechnologies, l'énergie nucléaire. Tout cela, ça montre que c'est très ambivalent, ce qu'on fait de la science. On peut en faire le meilleur, on peut en faire le pire. Il faut que s'installe un jugement qui est de décider d'employer la science pour le meilleur. Et pour en revenir à l'espace, Hubert Reeves, pensez-vous que vous verrez l'homme marcher sur Mars? Ça, si vous demandez ça à mon cardiologue, on pense que ça ne sera pas avant une trentaine d'années, ce qui m'exclut, je crois qu'il faut être réaliste. Mais est-ce que ce sera beaucoup plus tard? Dans le cas de crise économique que nous avons aujourd'hui, il paraît peu vraisemblable que des pays aujourd'hui s'intéressent à débarquer sur Mars. Mais on ne sait pas, c'est possible. Mais dans le fond, ça a de l'intérêt d'aller sur Mars? Alors, ça a de l'intérêt d'y envoyer des robots. Est-ce que ça a de l'intérêt d'envoyer des gens? Ça aussi, c'est très discuté. C'est très discuté parce que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. On évalue que ça coûte 100 fois plus cher d'envoyer un homme sur Mars qu'un robot. Pourquoi? Parce que le robot, si vous le perdez, c'est pas une grande crise. Un homme, vous pouvez pas le perdre, autrement, ça va être très grave. Donc, on ne sait pas aujourd'hui, personne ne peut dire si on ira sur Mars et quand on ira sur Mars. Hubert Reeves, la sonde Voyageur est sortie du système solaire il y a quelques semaines. Ça, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Oui, parce que c'est un petit peu le mouvement d'expansion de l'humanité. L'humanité est née il y a 200 000 ans quelque part en Afrique et au cours des années qui suivent, nos ancêtres se sont propagés sur la Terre. Ils sont allés d'abord en Asie, puis ensuite en Europe, et puis en Australie, en Amérique. Et ce mouvement qui s'est poursuivi pendant les derniers siècles d'exploration. Maintenant, nous avons exploré toute la planète et nous avons un peu exploré Mars et la Lune. Donc, il y a quand même un mouvement de l'humanité d'étendre sa présence. Alors, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui se passe ces années-ci, parce que c'est pas une frontière très nette, hein, ça prend des années, puis il y a même des gens qui pensent qu'on n'est pas encore sorti. Enfin, oui, c'est une question de débat. Mais pour moi, c'est symbolique du fait que l'humanité continue son expansion, cette fois non pas par des êtres humains, mais par des robots. Donc c'est quand même une présence humaine qui est sortie de la bulle magnétique qui entoure le Soleil. Mais revenons à cette forme de désintérêt à l'égard de l'espace. On continue certes à envoyer beaucoup de satellites dans l'espace, Oui. mais la plupart de ces satellites, ils sont tournés vers la Terre. Ils sont là pour nous observer, nous. Ils Non. sont pas là pour pour regarder ce qui se passe. Il n'y a pas de Hubble 2, par exemple. Ah ben si, il est en planification et il va être beaucoup plus gros. Le Hubble 1, c'est 2 mètres quelque chose. Hubble 2, c'est dans les 6 mètres. Il y a beaucoup d'autres satellites de rayonnement X, de rayonnement gamma, de rayonnement ultraviolet qui sont en préparation ou qui sont déjà lancés. Non, ça existe et ça se développe. En Europe, l'Europe prend maintenant sa place, elle l'avait un peu perdue par rapport à l'Amérique. Maintenant, l'Europe, l'Amérique, la Chine, le Japon et même l'Inde sont des pays qui envoient des satellites pour explorer la Lune, pour explorer différents aspects du système solaire. Non, c'est en pleine activité, c'est très débordant d'activité. L'avenir de l'espace, comme beaucoup de choses sur cette Terre, c'est en Chine qui se passe? Ben, pas que là, mais la Chine devient un des participants importants de cette confrérie de ceux qui vont dans l'espace. Et ça, c'est très bien. L'astrophysicien Hubert Reeves avec nous toute la journée. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie de cet entretien. Un entretien que on peut écouter sur France Info et voir sur Internet, franceinfo.fr en vidéo. Depuis ce matin, nous sommes en compagnie de l'astrophysicien Hubert Reeves. Hubert Reeves, vous avez la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, hein, puisque vous avez créé l'association Humanité et Biodiversité. Pourquoi en avoir ressenti le besoin? Est-ce que c'est celui de s'intéresser davantage à l'homme, après justement avoir beaucoup regardé les étoiles? Non, d'abord, je dois vous dire, c'est pas moi qui l'ai créé. Nous sommes un groupe de personnes qui sont impliquées dans ce projet, dans cette association. Alors, la raison, c'est que progressivement, au cours des années 80, 90, j'ai senti qu'il y avait une menace qui pesait sur l'humanité, le réchauffement climatique qu'on commençait à deviner à cette époque, la pollution, l'érosion de la biodiversité, tout ce que vous entendez régulièrement dans vos journaux et vos télévisions. Et j'ai senti qu'il était important
que moi, en tant que scientifique, je puisse faire quelque chose, je puisse apporter quelque chose. D'abord, dire si c'était réel ou bien si c'était du catastrophisme. Et deuxièmement, essayer de penser à des moyens de faire quelque chose, c'est-à-dire en particulier notre atmosphère que nous sommes en train de polluer. Est-ce qu'il est vrai que nous sommes en train de réchauffer la planète, que c'est notre faute, etc. Donc pour moi, c'était important de vérifier, parce que comme je suis scientifique, je connais un peu la méthodologie de la science, et donc vérifier ce qui en était. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai des petits-enfants. J'en ai un qui a 3 ans, et je me fais beaucoup de soucis pour ce que sera cette planète dans 50 ans. Bon, mais votre constat, justement, c'est on fait du catastrophisme ou bien Non, on est dans la malheureusement, j'aurais catastrophe? bien aimé vous dire qu'il n'y avait pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. Le réchauffement climatique est réel et la responsabilité de l'humanité est maintenant crédible au-delà de tout doute raisonnable. Et ça, je pense qu'il faut bien le voir. Il faut bien voir que nous avons devant nous des années sombres qui sont dues à notre activité humaine, à notre industrie et en définitive au fait que nous sommes super intelligents et que nous sommes capables de faire des machines tellement puissantes qu'elles peuvent réchauffer la planète, acidifier l'océan, c'est quand même pas rien. L'esprit humain capable de réchauffer sa planète et d'acidifier son océan, et puis d'éliminer des quantités d'espèces vivantes. Aujourd'hui, nous constatons que nous éliminons rapidement les vers de terre. Je veux dire, les vers de terre, qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, les vers de terre, c'est essentiel. C'est la fertilité des sols. Il y a de plus en plus de sols sur la planète qui deviennent stériles parce que les vers de terre ont été éliminés, les insectes, beaucoup, les abeilles. Nous sommes vraiment dans une période grave. Ça, je pense que c'est triste à dire. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais je ne dirai pas la vérité. Mais on a l'impression que, ben voilà, hein, euh, on a l'impression que toutes ces catastrophes, c'est pas pour tout de suite, Ah, c'est pour plus tard. il y a déjà des effets très, très importants, comme par exemple la puissance d'autant plus grande aujourd'hui des ouragans, des tempêtes, le réchauffement qui fait que le pôle Nord fond à grande vitesse. Il y a partout des effets. Le fait que le réchauffement a aussi pour effet que des maladies qui étaient des maladies qu'on ne trouvait qu'à l'équateur, la malaria et d'autres maladies de ce genre, maintenant se propagent de plus en plus, viennent vers le Nord. Enfin, on n'en finit plus d'écrire la liste de tout ce que vous voyez sur Internet ou dans vos journaux. Et à votre avis, le phénomène est réversible ou bien nous sommes à l'intérieur d'un train qui roule à grande vitesse vers le précipice? Je ne crois pas qu'il soit réversible. Je crois qu'il peut cependant être guidé et piloté, c'est-à-dire essayer que ça ne devienne pas bien pire, et même ça pourrait s'améliorer. Mais on ne retrouvera pas la situation d'il y a 2 siècles, par exemple, la nature telle qu'elle était. On ne peut pas, on a déjà éliminé une quantité très grande d'animaux, de plantes, etc. Et on ne va pas refroidir la planète ou la désacidifier comme cela, ça c'est clair. Mais je ne pense pas que ça doit être l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de voir d'abord de réduire les émissions de gaz carbonique, puisque ce sont eux qui réchauffent la planète, et puis aussi de diminuer la pollution, c'est-à-dire de guider l'avenir. C'est plutôt ça qui est important. Tout ce qui se fait aujourd'hui, comme ce rapport récent sur la question de l'atmosphère et des maladies de cancer et de maladies cardiovasculaires, maintenant qui sont claires, il y a une corrélation dans les villes polluées entre le nombre de cancers, le nombre de maladies cardiovasculaires. Eh bien, on peut essayer de réduire ça en réduisant l'émission de gaz carbonique. Mais vous avez l'impression que votre discours est audible en période de crise, comme celle qu'on traverse aujourd'hui. L'urgence, on a l'impression qu'elle est à l'économique, Oui, à oui. l'emploi. C'est vrai que les années Grenelle qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, un peu moins, aujourd'hui, il n'y a plus cet enthousiasme. Mais nous devons, c'est notre tâche, les associations comme Humanité et Biodiversité, c'est d'alerter les gens, de dire, c'est pas une mode. C'était pas une mode qui doit passer comme ça. Voyez, regardez ce qui se passe, regardez l'intensification des feux de forêt, par exemple en Australie, maintenant qui est absolument terrible. Eh bien, regardez, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire faire passer de ce qu'on sait à ce qu'on fait. On sait, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne diminue pas l'émission de gaz carbonique, au contraire, nous l'augmentons chaque année de 3%. Il faudrait la diminuer de 70 à 80% pour stabiliser le climat.
Voyez, donc notre effort, ce n'est pas d'entrer en politique. Notre association ne veut pas être un mouvement politique, mais elle veut mettre la pression sur ceux qui sont au pouvoir et qui sont capables de faire quelque chose, comme par exemple les promesses qu'a fait M. Hollande avant les élections à propos de la biodiversité. Bien, nous insistons pour lui rappeler ces promesses et qu'il faut les faire, il faut les réaliser. Un dernier mot. Il y a 2 ans, Hubert Reeve, vous avez publié un livre un peu, votre testament spirituel intitulé L'univers expliqué à mes petits-enfants. C'est quoi pour vous le message essentiel que vous avez envie de délivrer aux jeunes? C'est de donner des renseignements sur d'où ils viennent. C'est de dire, c'est la recherche de nos origines. D'où venons-nous? Comment se fait-il que nous soyons ici sur la Terre? Quel rapport avec les étoiles, avec les galaxies, avec les réactions nucléaires dans les étoiles, avec les planètes? C'est ça que la science contemporaine nous apprend, nous a appris beaucoup de choses merveilleuses, que nous sommes des poussières d'étoiles et tout cela. Et ça, il faut le savoir, parce que c'est important pour les gens de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. C'est important, ça donne une certaine dignité à la personne humaine de voir son passé et comment elle s'insère dans une histoire qui implique l'univers sur des milliards d'années et des milliards d'années-lumière. Merci d'avoir accepté notre invitation, hein. Merci de m'avoir invité. Un monde d'idées, c'est évidemment tous les jours sur France Info, mais également sur notre site internet franceinfo.fr en podcast et en vidéo.